Et nous rejoignons à New York Romuald Siora. Bonjour, vous dirigez l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous êtes notamment l'auteur de L'Amérique éclatée, c'est chez Armand Collin. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Vous venez d'arriver aux États-Unis. Quelle est la situation? Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant sur le sol américain et new-yorkais plus précisément? Heu, Déjà qu'il fait très, très froid. Deuxièmement, écoutez, toujours les mêmes tensions que l'on peut trouver ici. Juste une petite «anecdote» entre guillemets. Le maire de New York a donc déclaré un état d'urgence et a demandé à la population de rester, chez elle et il y a de très nombreux employés qui se sont vus, forcés, ce matin, il est que 7h03 ici, mais le New York Times l'a déjà, noté, à aller travailler et ces pauvres personnes sont bien souvent des personnes en situation irrégulière, se voient obligées, malgré le danger, de se rendre à leur travail. Écoutez, aujourd'hui, c'est un petit peu la confusion, pas tant à New York, qui est quand même une ville bien organisée, que, dans le reste des États-Unis et surtout sur la côte est. Qu'est-ce que vous voulez? Avec toutes les coupes budgétaires, qui ont été faites par Elon Musk et Donald Trump, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour, les services, publics de fonctionner. Donc il y a vraiment un sentiment de pagaille et de panique, au sein de la population. Oui, parce que ces coupes, concernent les agences, qui sont là pour faire de la prévention, avertir notamment les agences météorologiques, hein, qui permettent de bien diagnostiquer et évaluer quel va être le risque pour la population locale, mais aussi des agences qui doivent, prendre en charge, les personnes touchées par ces événements météorologiques. Exactement. Alors d'abord, les agences qui sont là pour, alerter, quant à ce genre de problèmes, que ce soit durant l'été, ouragan ou autre, ou tempête, hivernale, les coupes ont été plus que drastiques. Dans certaines d'entre elles, c'est 80. Certaines agences ont été fermées. Donc aujourd'hui, on se retrouve aux États-Unis avec sans aucun doute le service, météorologique le plus pauvre, des pays parmi les pays occidentaux, ce qui est quand même, quelque chose d'assez, étonnant. Et puis effectivement, les autres coupes qui ont été faites au niveau fédéral, tout d'abord, concernant les services, les différents départements, liés aux États, donc prêts à agir normalement pour ce genre de catastrophe, il se trouve aujourd'hui que et le nombre c'est environ 60 10 à nouveau, de coupes budgétaires concernant, ces départements. Mais au-delà de cela, ce qui est significatif, c'est que, de nombreux gouverneurs, républicains ont voulu emboîter le pas, à Donald Trump au début 2025 et à Elon Musk et ont eux-mêmes procédé, à des coupes budgétaires. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, on se retrouve dans de très nombreux États, essentiellement dans le Midwest, avec, des aides, fédérales, devenues quasi inexistantes, mais également, des aides d'État, qui, ont diminué, drastiquement. D'où ce sentiment un petit peu de panique, mais aussi d'abandon de la part de la population dans, de nombreuses villes et de nombreux États. Encore une fois, ici à New York, les choses sont un petit peu différentes, mais juste un exemple, justement, le métro new-yorkais qui, comme vous le savez, les infrastructures du métro sont vraiment plus que délabrées. Il avait été question d'une aide fédérale, à la fin du mandat de Biden, dans une enveloppe d'environ 1 milliard de dollars, le chiffre demeure à vérifier, pour essayer un petit peu le métro est quasi d'époque, hein, de retravailler un petit peu tout ça et de mettre les choses, en ordre. Vous savez, chaque matin, j'attends entre 15 et 18 minutes à mon métro, donc quand on se plaint à Paris, des 2 ou 5 minutes d'attente, on ferait bien de regarder du côté d'ici. Et donc effectivement, donc puisqu'il n'y a eu aucun, travaux qui a pu être effectué, puisque Donald Trump a supprimé l'aide fédérale qui était destinée au métro, new-yorkais et que la ville de New York, à elle seule et l'État de New York ne peuvent pas évidemment, totalement, rénover celui-ci, eh bien nous nous trouvons avec un métro totalement paralysé. Donc des gens qui ne peuvent même pas se rendre si nécessaire à l'hôpital, puisque les ambulances ont du mal à circuler ou, les gens qui doivent se rendre à leur travail, qui sont obligés, les personnes dont je parlais précédemment, de se rendre à pied. C'est pour ça qu'on a vu depuis, l'aube, des personnes traverser à pied le pont de Mmh. Brooklyn. Romuald Siora, on sait que l'état d'urgence a été déclaré dans 20 États, à Washington aussi, dans la capitale. Comment que l'on comprenne bien, comment est-ce que les choses s'organisent, à la fois localement entre l'État et localement? Alors,
On va prendre l'exemple, par exemple, de New York, qui est une ville que je connais bien. Donc, une fois encore, c'est l'une des rares villes où il y a un minimum d'infrastructures prêtes à répondre à ce genre de besoins, de centres d'accueil et aussi d'employés municipaux qui peuvent faire le tour de la ville. À noter, par exemple, que vous n'avez que quelques villes où vous avez des services municipaux avec des personnes qui se rendent auprès des sans-abri pour leur demander de se joindre à eux pour aller dans des centres. Vous avez la très très grande majorité des grandes villes américaines n'ont pas de services sociaux comme ceci. Ils ont des bénévoles ou alors ce sont les églises qui s'occupent de ce genre de choses. Donc à New York, on a ces services. La municipalité conjointement avec l'État, quand j'entends l'État, l'État de New York, œuvre à la protection des New-Yorkais. Donc il y a des personnes, des agents municipaux qui circulent à travers la ville pour voir toute personne qui pourrait être en besoin. On s'occupe aussi un minimum des personnes dont l'électricité a été coupée. Et nous avons aussi le bonheur à New York d'avoir un service d'aide alimentaire à des personnes, pour des personnes âgées qui n'ont pu ou qui ne peuvent pas se déplacer dans les magasins, pour en tout cas ceux qui resteraient ouverts. Mais une fois encore, New York est vraiment une exception. Dans le reste des États-Unis, vous n'avez rien de tout cela. Donc pour répondre clairement à votre question, on en parlera plus tard, dans des villes comme Minneapolis, Houston au Texas, etc., vous n'avez rien. Alors Houston, ça va, n'est pas touché par cette vague de froid, mais vous n'avez rien, c'est-à-dire que vous avez quelques aides fédérales, avec quelques personnes qui viennent prêter main forte au gouverneur ou à la ville. Alors on peut ouvrir 2, 3 centres d'accueil, mais vous n'avez personne qui va sillonner la ville pour essayer de secourir les sans-abri, personne qui va se déplacer pour aller voir les personnes âgées, et encore moins pour apporter de la nourriture aux citoyens, aux citadins en détresse alimentaire, puisqu'ils n'auront pas pu se rendre dans un centre commercial avant cette tempête. Donc une aide quasi inexistante à travers la plupart du pays. Ce qui fait craindre un bilan lourd. Effectivement, on se souvient qu'en 2021, dans le Texas, il y avait eu 200 victimes à cause du froid. On en vient à Minneapolis. Il faut en parler effectivement. Ce froid n'a aucun impact sur la mobilisation. On l'a vu encore, un homme a été abattu lors d'une manifestation contre les opérations de la police de l'immigration. Une nouvelle fois, je le disais en titre, deux versions s'opposent. Alors, je vous propose, Romuald Sierra, de découvrir ce reportage de nos envoyés spéciales, Émilie Musset et Jessica Lemazurier, puis vous partagerez avec nous ensuite votre analyse. Un arsenal militaire lourd lancé contre la colère de manifestants. Vous allez brûler en enfer! Rassemblé à quelques mètres du lieu où Alex Pretty, un infirmier de 37 ans, a été abattu par des agents de l'ICE. Les forces de l'ordre empêchent les manifestants de s'approcher. Ils en arrêtent certains. Ça aurait pu être votre frère, votre père, votre mère, votre sœur, votre fille ou votre fils. Ils nous assassinent et vous les défendez. Ils tuent vos voisins, ils nous tuent. Honte à vous. Le département de la sécurité intérieure essaie une fois encore de prôner la légitime défense. On dirait qu'il y a une constitution américaine par terre. Mais pour les manifestants, les agents de l'ICE piétinent les lois et abusent de leur impunité. Les habitants de Minneapolis sont excédés. J'ai des enfants. Ils viennent dans nos quartiers tirer sur des gens. Mes enfants ont peur. Ils enlèvent des enfants. Ils ont tiré sur un homme qui était déjà au sol. 7 agents étaient autour de lui. Rien de tout cela n'est nécessaire. Ils sont là pour nous faire peur, mais ça ne va pas marcher. Les manifestants s'organisent, un pick-up ravitaille les troupes. Des barricades sont dressées autour des agents fédéraux. D'après ses proches, Alex Pretty était en train de filmer une action de l'ICE et de venir en aide à un activiste tombé au sol quand il a été abattu. On se protège, nous et nos voisins. Et je n'ai jamais vu ça. Les gens se rassemblent, car ils détestent l'ICE. La colère et la solidarité se mêlent. Ça fait longtemps que ça couve, petit à petit, et là l'étincelle est arrivée. Maintenant tout s'embrase, ça explose. C'est le produit du trumpisme, de l'autoritarisme, du fascisme. Minneapolis pleure à nouveau un meurtre commis par des agents fédéraux.
Romuald Siora, les manifestations sont rares aux États-Unis. Un mort, c'est évidemment tragique. Est-ce que cela peut marquer une bascule dans ce mouvement de résistance qui, jusqu'à présent, était pacifique? Écoutez, peut-être oui. Les choses sont quand même allées très loin. Ce que vient de dire la dernière personne interrogée dans votre reportage est tout à fait exact et on est en droit de se demander s'il n'y a pas derrière cela une stratégie quand même de la fuite en avant du gouvernement, en tout cas une volonté de voir les choses exploser. Il y a une quinzaine de jours, donc une première personne a été assassinée à Minneapolis. Il aurait été possible pour le gouvernement fédéral de calmer un petit peu le jeu, de dire: «Oui, cet agent a commis, une bévue, un crime, il va y avoir une investigation, cette femme était innocente». Cela aurait véritablement calmé les choses et permis à ICE, de la police de l'immigration, de poursuivre son travail. Non, rien. On a menti hontément devant les foules. Cette femme était une terroriste de la gauche radicale, enfin bref. Aujourd'hui, cela recommence. Il s'agit évidemment d'un meurtre. L'homme, qui est un infirmier, était venu pacifiquement manifester. Il était au sol en train d'essayer de secourir une femme lorsqu'il a été, j'allais dire exécuté, lorsqu'il a été tué. Donc, oui, bien évidemment, cela peut être la chose de trop qui fasse que les manifestations se poursuivent, voire dégénèrent. Mais une fois encore, on est en droit de se demander pourquoi l'administration n'a pas tenté de calmer le jeu. Ce ne sont pas des gens idiots. Le vice-président qui est derrière tout cela est un homme, un intellectuel de haut niveau. Je crains, je peux me tromper, j'espère me tromper, mais je crains qu'il y ait là une stratégie de la fuite en avant qui ait pour objectif que les manifestations s'enveniment, non pas seulement à Minneapolis, mais pour l'instant à Minneapolis, qu'il y ait donc des violences à l'encontre de la police ICE qui permettraient à Donald Trump de déclarer un état d'urgence dans cet État, dans le Minnesota, voire à l'échelle nationale, hein. N'oublions pas qu'il en a plusieurs fois menacé la Ce qui population. permettrait, Dans tous Romuald les Siora, cas, pardonnez-moi, mais ce qui permettrait du coup de vous en faites. suspendre les élections de mi-mandat, par exemple, qui sont assez mal engagées pour lui? Oui, alors, bien évidemment qu'il y a quand même on peut se poser des questions sur comment vont se dérouler ces élections, mais elles sont quand même un petit peu loin. Imaginons, hein, imaginons que Trump déclare un état d'urgence, ces jours-ci, lié à la situation à Minneapolis. Celui-ci devrait être levé au moment, des élections. Mais bon, il est vrai qu'avec cette administration, les choses vont tellement vite, que l'on peut, tout imaginer. À l'heure qu'il est, comme je vous le disais, il est à craindre effectivement qu'il y ait, cette stratégie de la fuite en avant pour le gouvernement. Mais dans tous les cas, même s'il s'agissait non pas d'une stratégie, mais d'une bêtise liée à la violence intrinsèque de l'administration Trump-Vance, oui, le meurtre de cet infirmier exécuté lorsqu'il était au sol prêtant main forte à une femme peut être un moment de bascule. La seule petite chose qui joue en défaveur de ceci, c'est quand même le très très grand froid dont on vient de parler. Et malgré le courage et la volonté de ces manifestants, se retrouver dans les rues lorsqu'il fait -30 et un ressenti de -50 est quand même quelque chose d'assez difficile. Mais on sait bien que cette vague de froid, risque de durer un peu, elle va s'arrêter à un moment donné et il semblerait que la population américaine soutienne de moins en moins, ce qui n'était pas le cas au début, les actions de cette police, d'immigration. Vous avez tout à fait raison. Cette police est de plus en plus impopulaire, mais n'oublions pas qu'une grande majorité d'Américains, dans le même temps, soutient la politique anti-immigration illégale du gouvernement. Ce que la population refuse d'accréditer, ce sont les violences de ICE, mais non pas les objectifs de ICE. Donc il y a quand même une petite nuance qui nous démontre une fois encore que Trump a quand même une bonne partie de la population derrière lui et qu'en tout cas sa base est prête à le soutenir jusqu'au bout. Mais oui, nous sommes peut-être, je reste prudent, mais nous sommes peut-être à la veille d'un moment de bascule dans ce qui est en train de se passer aux États-Unis et la montée de ce régime autoritaire qu'ils ont commencé à en mettre en place il y a un peu plus d'un an. Maintenant, tout va dépendre de la volonté des manifestants, tout va dépendre de la réponse du gouvernement et de celle du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui essaye
essaye de calmer le jeu parce qu'il craint vraiment des représailles encore plus violentes de la part des agents fédéraux contre la population du Minnesota. En tout cas, une chose est sûre pour conclure, nous ne sommes pas encore dans une guerre civile au sens où on l'entend traditionnellement, mais néanmoins, nous voyons ici des forces fédérales commencer à s'opposer à des forces de police locales et en tout cas à la manifestation, à la population, comme cela n'a jamais été le cas aux États-Unis depuis des décennies. Je vous remercie beaucoup, Romuald Sura, pour tous ces Merci à éléments vous. de compréhension avec tout ce qui se déroule en ce moment aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Amérique éclatée, mais aussi de America, une histoire graphique des États-Unis avec Bastien Bertine. C'est à paraître chez les nouveaux éditeurs d'ici quelques jours.